afin de parler de la coqueluche, qui est une maladie toujours d'actualité, malgré en fait le contexte épidémiologique actuel, mais toujours, donc, il faut mettre en tête les autres maladies transmissibles dont la coqueluche. Alors, ce workshop va se dérouler sous forme de questions-réponses. Et donc, on va vous demander au fur et à mesure de voter et par la suite, on va vous donner les réponses exactes. Alors, avant de commencer les questions, donc, je vais introduire un tout petit peu le sujet que vous connaissez très bien. Alors, la coqueluche, c'est une maladie très contagieuse qui se développe par petites épidémies. L'agent causal de la coqueluche, c'est un petit bacille gram négatif qui appartient au genre Bordetella, avec la principale espèce qui donne la coqueluche, c'est Bordetella pertussis qui donne les formes graves, et aussi accessoirement Bordetella parapertussis. Alors la coqueluche, une fois acquise dans la vie, elle va conférer une immunité, mais qui ne va pas durer toute la vie, donc pour cela, on peut contracter la coqueluche plusieurs fois dans la vie. Alors la transmission se fait par voie respiratoire, par les gouttelettes lors de la toux ou bien lors d'un contact respiratoire rapproché. Et la contagiosité, elle dure 48 heures avant l'apparition des signes. Elle peut se poursuivre jusqu'à 3 semaines après le début de la toux. Donc durant toute cette période, le sujet peut contaminer un ou plusieurs cas. Alors, la coqueluche peut toucher plusieurs personnes à n'importe quel âge, mais les formes les plus graves surviennent chez le nourrisson âgé de moins de 3 mois. Le diagnostic biologique peut être orienté par plusieurs éléments, notamment l'hyperlymphocytose, et il est en fait confirmé par la mise en évidence de Bordetella pertussis ou bien parapertussis. Le traitement de référence, c'est les macrolides. Alors, on revient au caractère épidémique, l'apparition d'épidémies de coqueluche. En fait, le suivi épidémiologique de la coqueluche en Tunisie se fait depuis très longtemps, puisque c'est une maladie à déclaration obligatoire. Mais c'est surtout à partir de 2007 où on avait mis en place donc, des moyens de diagnostic plus pertinents dans la PCR en temps réel, que le suivi de l'épidémiologie était plus précis. Et donc, on remarque entre 2007 et 2019, jusqu'à 2019, donc le diagnostic de la coqueluche se fait tous les ans, mais surtout avec 3 pics épidémiques. Le premier, c'était en 2009, le deuxième en 2014, mais il a été suivi par une petite bouffée épidémique en 2013, le troisième en 2018 et précédé par aussi une petite bouffée épidémique en 2017. Donc vous voyez, c'est l'histoire naturelle de la coqueluche qui se déroule de la même manière partout dans le monde et avec ces épidémies tous les 4 à 5 ans. Alors on va passer à un premier cas clinique. Donc, il s'agit d'un nourrisson âgé de 2 mois et demi qui a été hospitalisé pour toux quinteuse dyspnéisante qui avait débuté depuis 48 heures. Il n'avait pas de fièvre, donc sa température à 37,8. La numération formule sanguine a montré des globules blancs à 29 500 avec 15 000 et quelques de lymphocytes. La C-réactive protéine était à 36 mg par litre et la radiothorax était normale. Le diagnostic de la coqueluche a été suspecté chez ce nourrisson. Alors, d'après vous, comment pourriez-vous confirmer le diagnostic? Est-ce par l'amplification génique par PCR en temps réel, c'est-à-dire la RT-PCR? Est-ce par la culture ou bien la sérologie? Alors, s'il vous plaît, vous allez voter maintenant. Vous mettez A, B ou C. Par la suite, on va passer à la réponse. Vous avez 25 secondes pour voter. Alors, allez-y, donc participez s'il vous plaît. Choisissez A ou B ou C ou 2 réponses. Donc, il est possible de choisir 2 réponses aussi. Voilà, donc il paraît qu'il y a uniquement la réponse KA qui a été choisie par 2 personnes, uniquement. La majorité n'ont pas répondu. Est-ce que c'est une question assez difficile? Je ne sais pas. En fait, plusieurs réponses A. 2? Plusieurs. Non? Non, plusieurs. Donc, on passe aux réponses. Donc, les réponses exactes sont A, la PCR, et aussi la culture. Donc, il est possible d'isoler la bactérie par culture ou bien d'amplifier son génome par RT
PCR. Alors, on va passer à un commentaire global après la question suivante. Donc, question suivante, c'est préciser le ou les prélèvements qui vont permettre de confirmer le diagnostic. Vous avez 5 propositions de A à E. Est-ce que c'est un examen cytobactériologique des crachats? Est-ce qu'on va prélever une aspiration nasopharyngée? Ou bien on va faire un prélèvement de sang total sur tube sec pour sérologie, ou bien on va faire un écouvillonnage de la gorge, ou bien un écouvillonnage nasopharyngé. Allez-y, votez. Comme d'habitude, vous avez 25 secondes pour voter. Allez-y, participez s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut connaître le nombre de personnes qui ont participé au fur et à mesure? Alors, A, B, C, D ou E, c'est une question à choix multiple. Vous pouvez choisir une ou plusieurs réponses. Il y a ceux qui disent A, 2A, 1E. Alors, on va attendre encore un tout petit peu. Bon, dommage, il y a beaucoup de personnes qui ne répondent pas. Alors, E, écouvillonnage nasopharyngé, c'est la seule réponse qui a été choisie, je pense. Hein? Donc là, on passe à la réponse. On passe à la réponse. Voilà, donc il y a 2 réponses exactes. C'est l'aspiration nasopharyngée et d'ailleurs, c'est le prélèvement qu'on reçoit le plus fréquemment en fait au laboratoire. C'est une aspiration nasopharyngée, mais l'écouvillonnage nasopharyngé, comme vous l'effectuez maintenant pour le diagnostic de la COVID, c'est le même exactement, peut servir pour le diagnostic de la coqueluche. Et d'ailleurs, actuellement, on est en train parfois de faire le diagnostic de la coqueluche et de la COVID sur le même écouvillon en cas de demande, bien sûr. Alors, un petit commentaire pour ces 2 questions. Alors, le diagnostic, la confirmation du diagnostic de la coqueluche, elle est directe. Elle se fait sur un prélèvement nasopharyngé, soit écouvillonnage, soit aspiration. Alors la meilleure technique qui est la plus sensible et qui est actuellement conseillée partout dans le monde, c'est l'amplification génique par PCR en temps réel, parce qu'elle est très sensible et elle reste positive jusqu'à 3 semaines après le début de la toux. Mais la culture aussi, c'est la méthode de référence. Malheureusement, très peu de laboratoires effectuent la culture, que ce soit en Tunisie ou bien dans le monde, parce que c'est une technique difficile à effectuer et de sensibilité faible, uniquement 50%. En plus, elle se négative rapidement, elle ne reste positive que durant 2 semaines après la toux avec la faible sensibilité. Donc le rendement devient très faible de cette technique. L'avantage de la culture, c'est qu'elle permet, en cas d'isolement de souche, de suivre la sensibilité aux antibiotiques, notamment aux macrolides. Donc la meilleure technique, c'est la RT-PCR. Cependant, la sérologie, elle contribue uniquement au diagnostic indirect. Elle n'a pas d'intérêt pour un diagnostic positif, rapide, dont le but est de traiter le malade et d'arrêter la transmission à son entourage. Elle n'a qu'un intérêt purement épidémiologique. En plus, elle peut donner des faux positifs si le sujet est vacciné depuis moins de 3 ans, donc on ne l'utilise pas dans le diagnostic de confirmation. Alors, question suivante, précisez les conditions optimales de réalisation et de transport du prélèvement pour la PCR. Alors, pour l'aspiration nasopharyngée, est-ce qu'elle est réalisée par une sonde d'aspiration connectée à une seringue? Est-ce qu'on utilise un écouvillon sec et en coutant? Est-ce que le prélèvement doit être envoyé au laboratoire à 37 degrés? Est-ce qu'on a le droit de conserver le prélèvement à plus 4 degrés avant l'envoi au laboratoire? Et enfin, l'écouvillon nasopharyngé sera envoyé dans un milieu de transport pour virus. Alors, vous avez 5 propositions de A à E. Allez-y, votez, vous avez 25 secondes. Prière d'augmenter le nombre de personnes qui votent. Vous pouvez voter, vous pouvez choisir une ou plusieurs réponses. Alors, il y a 2 réponses. C'est la réponse B et la réponse D. Je vais passer, parce que là, l'écriture est trop petite, je vais passer au slide suivant pour voir. Voilà. Donc, vous avez répondu, on utilise un écouvillon sec et en coton. Malheureusement, c'est une réponse qui n'est pas juste. Et là, c'est
2 personnes qui ont répondu, je pense. Et le prélèvement peut être conservé à plus 4, oui, c'est vrai. Donc, on passe à la plaque suivante. Alors, effectivement, il y a 3 réponses correctes, A, D et E. Alors, l'aspiration nasopharyngée est réalisée par une sonde d'aspiration connectée à une seringue. Il est conseillé d'instiller quelques gouttes de sérum physiologique, 0,5 à 1 ml, dans chaque narine pour faciliter l'aspiration et pour ne pas traumatiser un peu l'enfant. Donc, les 2 autres réponses, le prélèvement peut être gardé à plus 4 et l'écouvillon nasopharyngé est envoyé dans un milieu de transport. Donc, l'écouvillon nasopharyngé ne doit pas être utilisé en coton ou bien parce que le coton-tige avec support en bois, c'est un inhibiteur de la PCR, donc il faut obligatoirement un écouvillon en dacron. Comme vous le voyez sur la photo, donc avec le milieu de transport virologique, l'écouvillon nasopharyngé doit être fait en paire nasale, introduit parallèlement au palais, ou bien vous faites par la même technique une aspiration nasopharyngée. Il ne faut pas laisser l'écouvillon sec, il faut soit l'imbiber par 1 ml d'eau physiologique, ou bien vous le mettez dans 1 ml de milieu de transport virologique. Dans tous les cas, lorsque le transport est différé, on peut garder le prélèvement à plus 4 degrés dans le frigo et l'envoi se fait aussi à plus 4 lorsqu'on vise à faire une PCR. Si c'est une culture, c'est différent, le transport se fait à température ambiante. Alors, question suivante. Devant une suspicion de coqueluche, une confirmation biologique par RT-PCR est possible dans une ou plusieurs des conditions suivantes. Si la toux évoluait depuis 4 semaines, si le patient n'a pas encore pris un traitement antibiotique ou bien jusqu'à 48 heures après la première prise d'antibiotiques, si le patient avait commencé son antibiothérapie depuis 5 jours, ou bien si la toux évoluait depuis moins de 3 semaines. Allez-y, donc votez, il faut choisir une ou plusieurs réponses. Alors, vous avez répondu pour C, 10%, pour E, 30%. Donc là, on passe à la réponse, s'il vous plaît. Alors, vous avez répondu C et E. Il y a aussi le B qui est correct. Donc, si la toux évoluait depuis 4 semaines, on avait dit que la PCR est indiquée jusqu'à 3 semaines. Si le patient n'a pas encore pris de traitement antibiotique ou s'il avait pris le traitement antibiotique jusqu'à 48 heures avant, donc ce n'est pas grave, donc, parce que la PCR elle ne détecte pas la bactérie vivante, mais elle détecte le génome bactérien, l'ADN bactérien. Donc, jusqu'à 48 heures, on accepte le prélèvement et on peut avoir un vrai positif. Et si la toux évoluait depuis moins de 3 semaines, donc c'est l'indication globale de la PCR. Si le traitement antibiotique était commencé depuis 5 jours, c'est trop quand même, et on ne va pas retrouver ni la bactérie ni sa trace. Alors là, c'est un schéma récapitulatif pour le choix des méthodes de diagnostic. Si vous avez donc un sujet qui tousse et depuis quelques semaines et on évoque la coqueluche. Donc si la toux elle remonte à moins de 14 jours, c'est la culture et la PCR qui sont indiquées. Si la toux évolue depuis plus que 14 jours et entre 14 et 21 jours, c'est uniquement la PCR qui est indiquée. Mais si la toux évolue depuis plus que 21 jours, là il n'y a aucune place pour la PCR et pour la culture. Et on peut, si vraiment il y a d'autres tousseurs secondaires dans l'entourage et si on veut faire un diagnostic rétrospectif, on peut indiquer la sérologie pour voir l'origine de la contamination des nouveaux cas. Voilà. Donc, on revient à notre cas clinique. Donc, chez le nourrisson, un prélèvement nasopharyngé a été effectué et ce nourrisson a été envoyé au laboratoire dans un milieu de transport virologique pour la recherche virale et pour le diagnostic de la coqueluche. En plus, un autre prélèvement respiratoire a été fait pour recherche bactérienne standard. Alors, la recherche virale était négative ainsi que la bactério classique, alors que la PCR coqueluche était positive à Bordetella pertussis. Le nourrisson a été mis sous érythromycine. Par ailleurs, l'interrogatoire de la maman
a montré qu'elle toussait, surtout la nuit, depuis 2 semaines. Le pédiatre avait suspecté la coqueluche aussi chez la maman. Il pense que c'est elle qui avait contaminé son bébé et il a demandé un prélèvement donc, pour la réalisation de PCR coqueluche. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette suspicion de coqueluche chez la maman? Donc vous avez 2 propositions, c'est soit le A, oui, soit le B, non. Allez-y, votez. Alors, soit il a raison, donc vous mettez A, soit il n'a pas raison, vous mettez B. Vous avez 25 secondes pour voter, allez-y. Alors? On vous met A. 2A. Oui? 3A. Alors, 20% avaient répondu A, donc c'est la bonne réponse. On passe à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc oui, donc le pédiatre avait raison. Pourquoi il avait raison? Effectivement, parce que la maman avait une toux, nocturne surtout, qui évolue depuis plus que 7 jours. Elle n'avait pas d'autre étiologie apparente pour cette toux, elle n'est pas allergique, elle n'a pas d'autres pathologies, elle n'est pas asthmatique. Et il faut se rappeler qu'en Tunisie, le dernier rappel vaccinal contre la coqueluche remonte à l'âge de 18 mois, donc la maman, elle n'a pas reçu de rappel vaccinal depuis son jeune âge. Donc, tout à l'heure, dans l'introduction, on avait dit que ce soit le vaccin ou bien la coqueluche, ne donne pas une protection à vie. Donc, elle a le droit de faire une coqueluche en tant que sujet adulte. Alors, à J4 d'évolution, malheureusement, le nourrisson avait dégradé rapidement son état clinique et il était transféré en service de réanimation. Il avait une tachycardie en 190 avec état de choc, hypoxémie sévère, en rapport avec HTAP. La radiothorax avait montré un poumon blanc. Bon, le pédiatre avait renforcé l'antibiothérapie en ajoutant l'amoxicilline, clavulanate. À J5, il s'est aggravé encore. Donc, une nouvelle mémoration en formule sanguine a montré une augmentation encore du taux des globules blancs à 118 000 et il est décédé à 18 jours de réanimation intensive. Il est à noter que la PCR était positive chez la maman à Bordetella pertussis. Alors, d'après l'histoire naturelle de la coqueluche et en s'aidant de votre expérience, quels sont les contaminateurs potentiels du nourrisson? Est-ce la maman, les frères et sœurs, les grands-parents, la nounou ou bien toutes les propositions précédentes sont correctes? Alors, allez-y, vous avez 5 propositions pour voter. La proposition A, B, C, D ou E, vous avez pour voter 25 secondes. Alors, votez. Choisissez là où les propositions qui vous semblent les plus correctes. Allez-y, votez, s'il vous plaît. Là, je n'ai pas de réponse. Si, A, C, D. Alors, ils ont répondu A, C et D. Quand même, il y a ceux qui ont répondu 10%. Qui ont répondu E, et c'est la bonne réponse. En fait, c'est tout le monde, donc on doit soit répondre A, B, C, D, E, ou bien au moins on répond E. Alors la diapo suivante. Voilà, donc tout le monde peut être contaminateur du nourrisson. Donc toutes les personnes qui ont un lien rapproché avec ce nourrisson peuvent attraper à un certain moment donc, la coqueluche. Et si le nourrisson n'est pas bien protégé par une vaccination complète, c'est-à-dire il n'a pas encore reçu ses doses de vaccin anticoquelucheux, donc il peut facilement être contaminé et faire une forme qui peut être assez grave comme le nourrisson de notre cas clinique. Alors là, c'est une petite série sélectionnée de notre série de cas de coqueluche chez le nourrisson à l'hôpital d'enfants de Tunis.
En fait, chez 9 nourrissons qui avaient une PCR positive à Bordetella pertussis, on avait essayé de faire une enquête épidémiologique afin de chercher les contaminateurs de ces nourrissons, c'est-à-dire on avait posé un interrogatoire pour chercher les sujets tousseurs dans l'entourage. Pour les 9 nourrissons, parmi les 9 nourrissons, donc pour 7, on avait pu identifier un contaminateur, donc 4 mamans et 2 frères. Alors, une partie de cette enquête a été quand même publiée sur une revue internationale. Là, c'est les résultats de la surveillance du réseau Renacoque en France, qui surveille la coqueluche depuis très longtemps. Et là, c'est une étude entre 1996 et 2012 qui a essayé de chercher les contaminateurs chez les nourrissons qui avaient une coqueluche diagnostiquée, que ce soit par la PCR ou bien par la culture. Alors, cette enquête avait abouti, quelle que soit l'année et quel que soit l'endroit, au fait que les contaminateurs potentiels étaient les parents, soit la maman, soit le papa, donc 41 à 57% des cas. Et ils sont suivis par la fratrie, frères et sœurs, 17 à 24% des cas. Alors, globalement, et quelle que soit l'année ou la période de l'étude, la maman était le contaminateur le plus important, mais si on regarde le rôle du papa, là c'est en vert, on montre qu'au fil des années, donc il y avait une augmentation du rôle du père dans la contamination du nourrisson qui avait attrapé la coqueluche. Avec un P significatif entre la première période de l'étude en 96-98 et la dernière période en 2008-2012. Et ceci a été expliqué par le fait qu'il y a eu l'introduction de la vaccination pour les parents qui désirent avoir un enfant et que les mamans adhèrent beaucoup plus à ces vaccins que les papas. Alors, si on regarde les tranches d'âge dans cette même étude, qui sont incriminées dans la transmission de la coqueluche aux nourrissons, donc on remarque que la tranche d'âge entre 10 et 19 ans avait une bonne place au début de l'étude, puis sa place avait diminué. Ceci, en fait, cette diminution de cette proportion a été expliquée par l'effet positif de la dose de rappel préadolescente qui a été introduite en 1998 en France et qui a fourni, en fait, une certaine protection chez ces jeunes et une protection indirecte pour les nourrissons qui sont en contact avec ces jeunes. Alors là, vous avez une question suivante concernant la coqueluche en général. Alors la coqueluche, est-ce qu'elle est une maladie spécifique du nourrisson et des nouveau-nés? Ou bien elle est facilement diagnostiquée chez l'adolescent? Ou bien c'est une maladie exceptionnelle à l'âge adulte? C'est une maladie qui peut survenir à tout âge? Ou enfin, est une maladie immunisante à vie? Donc, allez-y, votez. Vous avez 5 propositions, A, B, C, D et E. Choisissez une ou plusieurs propositions donc, qui vous paraissent les plus logiques et les plus correctes. Allez-y, votez, s'il vous plaît. N'hésitez pas à voter. A, D, D, encore D. Ah, voilà. Vous avez voté pour B dans 10% des cas et pour D, qui est la bonne réponse, dans 30% des cas. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc la coqueluche, c'est une pathologie qui n'est spécifique d'aucun âge. Elle peut survenir de la naissance jusqu'à le 3e âge. Donc tout le monde, s'il n'est pas bien protégé par une vaccination avec des rappels en fait, réguliers, peut facilement attraper la coqueluche et la forme clinique de la coqueluche peut varier selon l'âge et selon le statut vaccinal. Peut-être cela sera mieux détaillé tout à l'heure par professeur Sfar. Alors, tout simplement, je peux insister
je veux insister plutôt sur le fait que la coqueluche, chez l'adolescent et l'adulte, peut donner des formes très atypiques. Elle peut se résumer à une simple toux qui traîne depuis 1, 2, 3 semaines et donc le diagnostic peut être parfois très difficile. Alors, la coqueluche chez l'adolescent et chez le grand enfant a été, prouvée et publiée dans plusieurs pays du monde. En Tunisie, on n'a pas beaucoup d'études qui illustrent ça. On s'est intéressé surtout à la coqueluche chez le nourrisson. Donc, il y a plusieurs publications sur ce sujet. Alors, c'est pour cela qu'on a voulu faire une petite enquête sérologique chez des enfants et des adolescents afin de pouvoir statuer un tout petit peu sur leur statut immunitaire et la séroprévalence de la coqueluche chez cette population. En fait, nous avons fait cette étude entre mars et juin 2018. Elle a coïncidé avec le début de l'épidémie de 2018, par hasard. Hein. Et après, donc, il y avait 304 participants âgés de 3 ans jusqu'à 18 ans, parce qu'en général, la sérologie est indiquée au moins 3 ans après la dernière vaccination. Donc, on avait pris quelques patients, 2 ou 3 qui avaient 3 ans, sinon le reste, c'est à partir de 5 ans, avec un âge moyen de 9,3 ans. Alors, la séroprévalence était de 12,8%, c'est-à-dire 12,8% des enfants et des adolescents avaient des taux d'anticorps anti-Bordetella pertussis spécifiques de Bordetella pertussis qui étaient décelables dans leur sérum, avec 14,7% parmi ces positifs, ces séropositifs, qui avaient des taux d'IgG indiquant une infection récente ou en cours, c'est-à-dire des taux très élevés. Alors, globalement, les sujets qui avaient les taux de séroprévalence la plus élevée, c'était la tranche d'âge 8 à 18 ans. Voilà, c'est cette tranche d'âge 8 à 18 ans. Et les sujets qui avaient la séronégativité la plus élevée, c'était ceux qui avaient donc un âge compris entre 6 et 12 ans. Et ceci, en fait, signifie une diminution rapide de l'immunité post-vaccinale à la suite de la dernière dose de rappel, DTC, reçue à l'âge de 18 mois. Alors, par ailleurs, on avait 1,6% des enfants, voici, ils sont là, ces points noirs, qui avaient un taux très élevé d'anticorps qui est compatible avec une infection récente ou bien en cours. Et vous voyez que l'âge de ces enfants, vous le voyez ici, il est très loin de 6 ans. Donc, c'est en fait à partir de l'âge de 8 ans qu'on avait le premier enfant qui avait un taux très élevé d'anticorps anti-Bordetella pertussis, avait 8 ans, et c'est des personnes plus âgées, donc c'est des grands enfants et des adolescents. Donc, ceci signifie donc que ces sujets avaient fait une coqueluche récemment. Alors, par ailleurs, donc, il y avait 11,2% qui avaient des taux d'anticorps entre 40 et 100 unités compatibles avec une coqueluche dans les 12 derniers mois. Alors, si on peut tirer quelques conclusions de cette étude de séroprévalence, c'est que il y a une présence de preuves d'infections récentes chez les enfants et les adolescents tunisiens, ce qui confirme que l'immunité anticoquelucheuse n'est pas à vie et suggère la nécessité d'introduire des rappels vaccinaux. Pour préciser l'âge de ces rappels, donc là, c'est le travail donc, des sujets, des personnes experts dans le domaine. Alors, on passe maintenant très rapidement à un autre cas qui est beaucoup plus court que le premier. Donc, le deuxième cas concerne une résidente qui travaille dans un service de pédiatrie qui tousse pendant le mois de mars 2018 depuis 10 jours. Alors, devant l'absence de fièvre, elle a continué à travailler sans prendre de précautions particulières. Alors, vu le contexte d'épidémie durant cette période en Tunisie, ses collègues avaient demandé si ce ne serait pas la coqueluche par hasard. Est-ce qu'ils ont raison? Alors, il y a 2 propositions, oui ou non. Donc, vous votez soit pour le A, c'est oui, soit pour le non, c'est le B. Alors, votez s'il vous plaît. Est-ce que ça pourrait être la coqueluche? C'est cette personne adulte qui tousse depuis 10 jours et qui travaille dans un service de pédiatrie.
à l'hôpital d'enfants de Tunis. 2 ans, 3 ans. Alors, pratiquement tous ceux qui ont voté, 50% avaient voté pour oui, vous avez raison, bien sûr. La suivante, s'il vous plaît. Alors, effectivement, donc, les collègues avaient raison de penser à la coqueluche. Et voici la preuve. En fait, c'est une autre étude de séroprévalence chez les personnels de santé à l'hôpital d'enfants de Tunis, qui a été faite entre le mois de février 2017 et le mois de mars 2018, donc juste avant le début de l'épidémie de la coqueluche pendant 2018. Alors, cette enquête sérologique avait inclus 236 volontaires professionnels de santé et elle avait montré que 11,4% étaient séropositifs, c'est-à-dire ils avaient des anticorps anti-Bordetella pertussis spécifiques et dont 6 avaient des taux très élevés compatibles avec une infection récente. Alors, la majorité des sujets qui étaient séropositifs, donc vous les voyez ici, avec les taux les plus élevés d'anticorps anti-Bordetella pertussis, avaient un âge compris entre 21 et 31 ans, avec un P significatif, et c'est l'âge donc d'avoir des enfants. Et donc ces adultes, s'ils ont attrapé la coqueluche et s'ils ont eu à cette période donc des enfants, ou bien s'ils ont eu un contact avec des nourrissons, donc ils peuvent facilement, des nourrissons non encore bien sûr protégés par la vaccination, peuvent facilement transmettre la maladie. Alors, la PCR de cette résidente est revenue positive à Bordetella pertussis. Elle a été mise sous azithromycine. Alors, quelle conduite conseillez-vous à la résidente pour éviter la contamination de nouveaux cas? Est-ce qu'elle poursuit son travail avec un masque? Est-ce qu'elle arrête le travail pendant 3 jours? Ou bien elle arrête le travail pendant 3 semaines? Alors, vous avez 3 propositions, A, B et C. Il y a une seule proposition juste. Alors, choisissez celle qui vous paraît la plus logique. Votez, s'il vous plaît. Vous avez 25 secondes pour voter. Votez. Est-ce que vous allez choisir le A, le B ou le C? Alors, la majorité avait choisi le A. Personne n'avait choisi le B. Personne n'avait choisi le B. 0. Qui est la bonne réponse? J'ai une des personnes qui suit. Je m'excuse. Alors, la bonne réponse, c'est arrêter le travail pendant 3 jours. Alors, pourquoi? Parce que si on porte un masque et on continue à travailler, toujours il y a le risque de contaminer l'entourage, ses collègues. Bien sûr, il faut le lavage des mains, ainsi de suite, et les patients, mais avec la coqueluche, là, c'est une pathologie très, très contagieuse. On arrête pendant 3 jours, c'est une courte période, mais elle est largement suffisante parce que la résidente avait pris l'azithromycine, qui est un macrolide, et qui, au bout de 3 jours, entraîne donc une disparition de la contagiosité de la personne qui était traitée par l'azithromycine. Par contre, si c'est un autre antibiotique, par exemple l'érythromycine, l'éviction doit se poursuivre durant 5 jours. Et arrêter 3 semaines, ce n'est pas le cas, bien sûr, puisqu'elle a été traitée, mais c'est le cas lorsque on ne prend pas de traitement antibiotique. Donc, on va poursuivre 3 semaines. C'est la durée de la contagiosité après l'apparition de la toux. Alors, tout ceci, bien sûr, c'est pour limiter la transmission à partir d'un cas. Alors, question suivante. Donc, l'identification de tousseurs autour de ce cas doit être effectuée parmi les patients hospitalisés, parmi les patients sortis de l'hôpital, parmi le personnel soignant du service, dès le diagnostic positif chez la résidente ou bien 15 jours après le diagnostic positif chez la résidente. Vous avez la possibilité de choisir entre A, B, C, D et E. C'est une question à choix multiple. S'il vous plaît, votez. Donc, vous avez 25 secondes pour voter. Et vous avez 5 propositions.
Alors, votez. On peut voir le vote? CD, DE, ACD. Voilà. Ce que j'ai. Alors, il y a un peu de tout, mais tout le monde n'avait pas choisi le E. Vous avez tout à fait raison. Donc, on passe à la réponse. Effectivement, la seule réponse qui n'est pas juste, c'est E. Alors, il faut chercher les tousseurs parmi les patients qui sont actuellement hospitalisés et ceux qui avaient quitté l'hôpital, mais qui étaient en contact avec la résidente. Bien sûr, parmi le personnel soignant qui était en contact avec la résidente, et le diagnostic positif, c'est très logique. Par contre, 15 jours après, donc là, on va avoir des tousseurs qui sont baladés dans la nature et qui ont contaminé d'autres personnes, donc c'est trop tard. Alors, une antibioprophylaxie est systématique et doit être prescrite et systématiquement prescrite pour tous les tousseurs contacts ou uniquement à certains. Donc c'est une réponse à deux propositions, A ou B, avec une seule réponse correcte. Allez-y, votez. Bien le B. On vous dit B. A. Donc 2A, 1B. Alors, vous avez répondu essentiellement, la majorité ont répondu pour B, c'est la bonne réponse. Alors, uniquement à certains. Donc, avant tout, là, je vous ai mis cette plaque juste pour préciser qu'est-ce que ça veut dire les sujets contacts. Il y a deux types de sujets contacts pour la coqueluche. Et là, c'est la définition qui existe dans le guide tunisien de coqueluche. Alors, il y a les contacts proches et les contacts occasionnels. Alors, les contacts proches sont toutes les personnes qui vivent sous le même toit, que ce soit à la maison, à la crèche ou bien dans les maisons de retraite, ainsi de suite. Et les contacts occasionnels sont les autres sujets ayant eu un contact face à face, à moins d'1 mètre, ou pendant plus d'1 heure, avec le cas, bien sûr, sans protection, en milieu scolaire, en milieu professionnel, en établissement de santé ou bien parmi les amis ou les personnes qui avaient été contactées occasionnellement. Alors, l'antibiothérapie est indiquée pour les sujets contacts proches lorsqu'ils sont incomplètement ou non vaccinés ou dont la vaccination remonte à plus de 5 ans. Alors, ils sont protégés les enfants âgés de moins de 11 mois ayant reçu 2 doses de vaccin ou les enfants supérieurs à 11 mois ayant reçu 3 doses de vaccin et dont la dernière dose remonte à moins de 5 ans. Pour les contacts occasionnels, on va donner une antibioprophylaxie à tous les sujets à risque non protégés par le vaccin et qui sont les femmes enceintes, les sujets atteints de maladies respiratoires chroniques, les immunodéprimés, les nourrissons qui sont non ou incomplètement vaccinés et leur entourage. Alors, autre mesure à entreprendre dans un but épidémiologique et en dehors de l'antibiothérapie, c'est de maintenir une surveillance active pendant 3 semaines après le dernier contact supposé infectant afin de chercher les nouveaux tousseurs. Alors, pour les sujets non traités par une antibioprophylaxie, il faut les informer et les surveiller l'apparition de la toux jusqu'à 21 jours après le dernier contact avec la source. Il faut mettre à jour la vaccination des sujets exposés selon le calendrier vaccinal. Et si le sujet avait eu la coqueluche depuis plus de 10 ans ou si le dernier rappel vaccinal remonte à plus de 5 ans, mais il ne faut pas oublier que le dernier rappel en Tunisie, c'est à l'âge de 18 mois, il n'y a pas de rappel par la suite pour le vaccin anticoquelucheux, et déclarer le cas, index, et les éventuels cas groupés. Alors, il y a des fiches de déclaration pour les cas individuels et pour les cas groupés qui sont disponibles à la DSSP. Alors, globalement, la déclaration en Tunisie se base sur les formulaires MDO, comme vous le savez, et on l'envoie par fax. Cette déclaration se fait d'une façon individuelle. Il n'y a pas de réseau national de surveillance.
Alors, ce réseau national de surveillance, il est très important à mettre en place. On espère l'avoir un jour. Pourquoi? Parce que tout le monde va utiliser la même définition de cas qui est actuellement dans le monde où il y a un réseau dans les pays plutôt où il y a un réseau de surveillance pour la coqueluche se base essentiellement sur le diagnostic biologique. De plus, les avantages de ce réseau, c'est d'utiliser un diagnostic biologique uniforme par des laboratoires de référence, donc la même technique. On peut étudier la sensibilité des souches aux antibiotiques, explorer les informations et en faire une synthèse pour produire des données épidémiologiques nationales très fiables et mettre en place des recommandations qui visent à changer soit les stratégies vaccinales ou thérapeutiques ou autres. Alors, j'en ai terminé, donc je vais conclure. Alors, la coqueluche, c'est une maladie d'actualité en Tunisie qui continue à évoluer d'une façon cyclique avec des pics épidémiques réguliers. Le diagnostic de confirmation repose essentiellement sur la PCR en temps réel. La protection n'est pas à vie, donc elle dure 5 à 7 ans après vaccination et 10 ans après une coqueluche maladie. L'étude sérologique en Tunisie avait confirmé la circulation de la bactérie parmi les adolescents et les adultes, notamment les professionnels de santé. Pour cela, il faut une surveillance plus large et à l'échelle nationale. Et ceci pourrait fournir plus de données, des conclusions plus solides, des recommandations et éviter des formes graves et mortelles du nourrisson grâce au cocooning. Je vous remercie. La coqueluche est une toxine-infection bactérienne respiratoire d'évolution longue et hautement contagieuse. Elle touche tous les âges, comme on vient de le dire, et on vient d'insister même, du nouveau-né à l'adulte. La durée de protection après la maladie est variable. Elle est de 12 à 15 ans après une maladie et elle est moindre selon aussi le vaccin proposé acellulaire ou à germe entier. Il n'y a pas de protection maintenant fétale, donc la mère qui est immunisée contre la coqueluche ne peut pas passer ses anticorps à son fœtus. Les sujets à risque sont bien sûr les nourrissons trop jeunes, non encore vaccinés, mais aussi les adolescents, les adultes et surtout aussi certains adultes qui sont en déficit immunitaire, la femme enceinte particulièrement. Elle est particulièrement sévère, voire fatale chez les nourrissons de moins de 6 mois et les personnes à risque telles que les femmes enceintes et les personnes âgées. Annuellement, il y a 24 millions de cas de coqueluche dans le monde chez les enfants de moins de 5 ans, avec pratiquement 160 000 décès par an, principalement dans les pays en voie de développement. Voilà notre premier cas clinique. Donc, il va y avoir surtout un cas clinique, puis un cas à la fin où il n'y aura pas de quiz. Ali, 3 mois, amené en janvier 2018 pour toux spasmodique depuis 2 jours et difficulté de téter. Il a reçu son vaccin hexavalent et son vaccin antipneumococcique à l'âge de 2 mois. Sa sœur 10 ans et sa maman tous. Il est fébrile à 38, il a une polypnée à 60 par minute, sa fréquence respiratoire est à 180 et sature à 96% à l'air ambiant. Et à l'auscultation, nous avons de fins sibilants et un léger débord hépatique de 2 cm. Voilà sa radio de thorax qui montre essentiellement une distension thoracique bilatérale. Quel est votre principal diagnostic? Retenez un seul diagnostic devant cette situation. Pneumonie, bronchiolite, coqueluche, myocardite ou compression par un arc vasculaire. Votez. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a la réponse.
Bon, les 24 secondes sont passées, je dois avoir des réponses. Aucune réponse. Pourtant, la réponse était sur la plaque. Donc, la réponse, c'est B. Pourquoi c'est B? Parce que nous avons une polypnée avec des signes de lutte et surtout qu'on ausculte des sibilants qui a une distension thoracique. Donc, les autres diagnostics de pneumonie, ça nécessite une fièvre élevée et généralement, on n'a pas une dyspnée aussi importante et cette tachycardie. La coqueluche, on n'a pas de quinte, il n'y a pas d'épisode d'apnée ni de bradycardie. La myocardite, c'est vrai, il y a une tachycardie, mais il y a un léger dépôt hépatique, mais ce n'était pas une patomégalie, il faut mesurer la flèche hépatique et une compression par nerf vasculaire. Nous avons des antécédents depuis la période néonatale. Le lendemain de l'hospitalisation, l'enfant présente des quintes cyanosantes avec bradycardie brève. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors, quels sont les diagnostics? Le diagnostic à retenir. Vous votez. Vous voyez la réponse sur l'écran? Mais c'est pas grave. On voit la réponse sur l'écran, c'est à. Mais je ne sais pas, pourtant c'était une image. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne la voyait pas, la réponse avant. Bon. De toute façon, là, devant. Oh merde. Devant les quintes de tout et la bradycardie, les épisodes de bradycardie, il faut bien sûr évoquer la coqueluche et cette co-infection VRS et coqueluche existe dans 8 à 15% des cas. Alors, quel examen demander pour orienter rapidement le diagnostic? Je pense qu'au niveau de la régie, ils ont quelque part enlevé l'animation qui faisait apparaître la réponse après. Alors, quel examen demander pour orienter rapidement le diagnostic? Je vais passer donc rapidement, puisqu'il s'agit de la numération formule sanguine, bien sûr. Pourquoi? Parce que cette formule sanguine, dans la majorité des cas, va nous montrer une hyperleucocytose, associée souvent à une hyperlymphocytose et un nombre augmenté des plaquettes, ici à 750 000. Quel traitement proposez-vous? Alors, les trois, c'est C, D et E. On peut y aller lentement puisque vous avez donné les réponses parce que les gens sont en train de répondre. Donc, on peut y aller plus lentement si ça ne vous dérange pas. Oui. Voilà. Affichez les réponses. Donc, les réponses sont C, D et E, c'est-à-dire les macrolides, clarithromycine ou azithromycine, ou dans les cas où les macrolides sont contre-indiqués, on peut utiliser le cotrimoxazole. En effet, le traitement par clarithromycine est à la posologie de 15 à 20 mg par kilo par jour, la durée est de 7 à 10 jours. Le triméthoprim sulfaméthoxazole, c'est 8 à 40 mg par kilo par jour avec une durée de 14 jours. Et l'azithromycine, c'est 12 à 12 mg par kilo par jour, 5 à 7 jours. Le traitement ne retentit pas sur la durée des symptômes, comme vous le savez, mais limite la contamination et permet ainsi la clairance de la bactérie, mais ne détruit pas les toxines. À J3 d'hospitalisation, le nourrisson se dégrade avec une augmentation de l'oxygénodépendance à 6 litres par minute et on décide de transférer en réanimation. Ce qui malheureusement est le plus souvent le cas. Il est mis sous ventilation assistée
il bénéficie d'un remplissage vasculaire avec des drogues vasoactives. On constate qu'il y a une augmentation des besoins en oxygène entre-temps, à J4 d'hospitalisation. Il convulse et présente des convulsions généralisées qui cèdent par un bolus de phénobarbital. Ces convulsions rentrent généralement dans le cadre d'une encéphalopathie liée à la libération de toxines et qui peut toucher tous les organes, particulièrement le poumon, le cerveau, mais aussi d'autres organes comme l'oreille, moyenne, l'œil, etc. Ça peut être expliqué aussi par des thromboses liées à cette hyperplaquétose qui peut donner des thromboses veineuses. Quelle serait votre attitude? Faire une échographie cardiaque, optimiser la ventilation assistée, faire une exsanguinotransfusion, mettre sous acyclovir ou réaliser une plasmaphérèse. Les réponses des participants. Votez, même si la réponse vous la voyez. Voilà, il y a des réponses quand même. Donc, faire une échographie cardiaque, optimiser la ventilation, c'est juste. Faire une exsanguinotransfusion et réaliser une plasmaphérèse. Mettre le patient sous acyclovir, bien sûr, ça ne sert absolument à rien puisqu'on n'est pas devant un herpès. Une échographie cardiaque à la recherche d'une HTAP. Optimiser la ventilation dans ces situations-là, surtout si on trouve une HTAP, l'anneau inhalé constitue un vasodilatateur sélectif de l'artère pulmonaire. Faire une exsanguinotransfusion, oui, parce qu'il y a une occlusion veineuse qui risque d'avoir une occlusion veineuse secondaire à l'agression endothéliale par les leucocytes, contribuant elle-même au syndrome de SDRA, et réaliser une plasmaphérèse pour les mêmes objectifs, qui aura les mêmes objectifs que l'exsanguinotransfusion. Alors, après exsanguinotransfusion, les leucocytes ont baissé à 49 600, les plaquettes à 650 000. Et puis, progressivement, il y a eu une baisse progressive des besoins en oxygène, une amélioration progressive de ce nourrisson, et il est sorti après 25 jours d'hospitalisation, dont 12 jours de réanimation. Alors, cette plaque est là pour vous montrer comment se fait effectivement la contamination par essentiellement des enfants ou des adultes qui sont des réservoirs de bactéries et qui sont donc ne sont pas immunisés. Ils vont ainsi entraîner la contamination de ces nourrissons qui ne sont pas encore vaccinés. Et on sait que cette vaccination, après la vaccination première et ainsi que une fois les rappels, elle va diminuer avec l'âge. Et donc, comme on l'a déjà dit, la durée, malheureusement, n'est pas à vie. Et selon les vaccins, ça va durer 6 à 7 ans, 8 ans au maximum. Donc, la coqueluche du jeune nourrisson, on l'a déjà dit, il y a la forme quinteuse asphyxiante qui est la forme classique qui permet de faire le diagnostic assez rapidement, ce champ de coque. Mais cette situation classique, typique, n'existe pas souvent, elle peut ne pas exister chez les moins de 3 mois ou surtout chez les nouveau-nés à l'âge de 1 mois parce que ça se manifeste surtout par des apnées, par des bradycardies, ce qui peut dérouter le diagnostic. Enfin, les formes malignes où il y a une détresse respiratoire majeure avec une hypoxie réfractaire, une tachycardie extrême, une défaillance multiviscérale, une hyponatrémie, une hyperleucocytose, une thrombocytose, et le pronostic de ces formes est généralement très réservé avec une mortalité qui rejoint les 75%. Alors le traitement, on l'a déjà dit, clarithromycine et azithromycine, avec une dose maximum qui ne doit pas dépasser les 500 mg x 2 pour la clarithromycine et sans dépasser 500 mg pour l'azithromycine. Associé, bien sûr, une surveillance clinique des quintes de toux, de la cyanose, l'état hémodynamique et l'état neurologique, des aspirations, oxygène, position proclive, le nursing,
l'alimentation par sonde gastrique, la surveillance des paramètres biologiques et particulièrement la numération et le contrôle radiologique, si nécessaire, avec surveiller surtout les troubles de ventilation et les surinfections. Bien sûr, je ne vais pas parler de tout ce qui est diagnostic positif puisque ça a été largement présenté par Hanen. Alors, le traitement de la coqueluche maligne va associer les moyens de la réanimation que vous connaissez, ventilation assistée, NO pour HTAP, l'ECMO pour les SDRA permettant ainsi de rétablir l'exigence gazeuse si cela est disponible. Les corticoïdes, il paraît que ça peut être indiqué dans certaines formes sévères, ça diminuerait l'importance et la fréquence de la toux. Plasmaphérèse et exsanguinotransfusion qui visent à diminuer le taux de leucocytes contribuant possiblement à SDRA ainsi que le taux de plaquettes. Quelle est la prévention, puisque c'est l'objectif actuellement? La prévention secondaire, l'éviction des collectivités d'un enfant atteint de coqueluche, elle sera de 15 jours, de 10 jours, de 7 jours, ou de 3 jours, ou cela dépend du traitement antibiotique prescrit. Votez. « 5 sur 10 ont voté le traitement. Ça dépend du traitement prescrit. » Eh bien, c'est oui, c'est la réponse juste, bien sûr. On l'a déjà dit tout à l'heure, Hanen l'a dit. Si c'est l'azithromycine, c'est 3 jours. L'azithromycine, si c'est la clarithromycine, c'est 7 jours. Et s'il n'y a pas eu de traitement, c'est 15 jours. Alors, 3 jours si traitement par azithromycine, 5 jours si autre traitement, jusqu'à 3 semaines en cas d'absence de traitement. L'antibioprophylactie des sujets contacts proches, non vaccinés ou dont la vaccination date de plus que 5 ans. C'est aussi, elle doit être faite le plus tôt possible après le contact et au maximum 21 jours après le contact avec un cas index en période de contagiosité. Cette antibioprophylaxie doit s'associer à une mise à jour du calendrier vaccinal. Voilà notre calendrier vaccinal 2021. Donc, la vaccination contre la coqueluche se fait à 2 mois, 3 mois, 6 mois, avec un rappel à 18 mois. Je me permets de rappeler ici l'adjonction récente de la vaccination contre l'hépatite A. C'est le même dans le secteur libéral, sauf que, bien sûr, les présentations vont changer. C'est l'hexavalent à 2 mois, puis à 2 mois, puis à 3 mois, puis à 6 mois, avec aussi un rappel à 18 mois. Parmi les sources d'infection du nourrisson non encore vacciné, on retient le personnel de santé, la fratrie qui fréquente les jardins d'enfants, les parents ou la fratrie scolarisée. Votez. Les participants. Les personnes de santé, les parents et la fratrie scolarisée, oui, parce que la fratrie qui fréquente des jardins d'enfants est généralement, en principe, immunisée puisqu'elle a reçu sa vaccination, sa primo-vaccination et le rappel à l'âge de 18 mois. Donc, je passe assez rapidement puisque cela a été présenté déjà par Hanen. Les parents sont bien sûr les premiers incriminés, particulièrement la maman et le père, comme
ça vient d'être dit, le personnel de santé, mais aussi les autres adultes qui peuvent s'occuper des enfants et la fratrie, parmi essentiellement des enfants au-delà de 6, 7 ans, 8 ans, et particulièrement les adolescents. Alors, la vaccination, pour éviter cette contamination, comme on vient de le dire, par effectivement essentiellement la parole, le pilier, c'est la vaccination de la femme, c'est la vaccination de ces personnes qui peuvent être. Et en particulier, en premier lieu, la femme enceinte. Pour prévenir la coqueluche au cours des premières semaines de la vie, on recommande de vacciner la femme enceinte entre 26 et 32 semaines, entre 10 et 12 semaines, à chaque grossesse, si la mère n'a pas été vaccinée depuis au moins 5 ans, et par le vaccin monovalent de la coqueluche. Alors, entre 26 et 32 semaines, à chaque grossesse, oui, c'est A et C. Alors, cette vaccination de la femme enceinte est préconisée dans plusieurs pays, comme vous le voyez ici. Le Canada, l'USA, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Belgique et dans quelques pays d'Amérique latine. La vaccination des femmes enceintes contre la coqueluche est recommandée à chaque grossesse. Pourquoi à chaque grossesse? Parce que, effectivement, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'immunisation materno-fétale, il n'y a pas de passage des anticorps anciens, c'est-à-dire des IgG, qui sont effectivement chez la maman qui est anciennement vaccinée. Donc, si on veut protéger le nouveau-né, il va falloir vacciner la femme enceinte et à chaque grossesse, puis pour avoir des anticorps qui vont passer et qu'on va retrouver d'ailleurs si on fait des enquêtes au niveau du cordon ombilical. La vaccination des femmes enceintes doit se faire, généralement, elle est préconisée au cours du 3e trimestre, entre 2e et 3e trimestre, et cette vaccination prévient environ 90% des hospitalisations et 95% des décès liés à la coqueluche chez les enfants de moins de 30 mois. En effet, ici, c'est un travail récent qui a été mis en ligne dernièrement en décembre 2020 et qui a permis de dire que si l'on vaccine plus tôt, ça va de soi, on va pouvoir mieux protéger les prématurés, qui sont aussi des enfants à risque d'avoir la coqueluche. Donc, si on vaccine effectivement au cours du ce travail montre que si on vaccine au cours du 2e trimestre, on aura plus de chances de trouver des anticorps chez les enfants prématurés. Alors, quelle est donc la stratégie qu'il va falloir choisir si on vaccine la femme enceinte au cours du 3e ou du 2e trimestre? On va pouvoir protéger le nouveau-né dès sa naissance, obligatoirement, puisqu'il aura les anticorps qui sont transmis par, effectivement, la vaccination de la maman enceinte. Si on choisit de vacciner les mamans, les frères, enfin le père et la famille qui est directement en contact avec l'enfant, qui habite avec l'enfant, on peut avoir à ce moment-là une protection modérée qui va commencer seulement à partir de 2 semaines d'âge, puisqu'il va falloir avoir un temps pour permettre à ces enfants d'être, à ces mamans essentiellement qui sont vaccinées en post-partum, d'avoir les anticorps. Si on vaccine les mamans et le père, il y aura un faible niveau de protection qui commencera à partir de 2 semaines. Et si on vaccine seulement la mère, il y aura un très faible taux de protection qui commencera à partir de 2 semaines. Bien sûr, si on n'en fait aucun geste, eh bien, tout nouveau-né ne sera pas protégé. Donc, le choix va être fait selon,
effectivement les possibilités de chaque pays, tout en sachant que effectivement il y a déjà cette vaccination a commencé pendant quand même depuis quelques années dans les pays que je vous ai cités et apparemment il n'y a pas il n'a pas été rapporté des situations où il y a eu des problèmes au cours de la grossesse. Alors, à côté de cette vaccination, la stratégie dite du cocooning aussi a été proposée pour la prévention de la coqueluche. Et à ce moment-là, on se propose de vacciner la maman à la sortie de la maternité, les enfants de la fratrie âgés de moins de 5 ans, le couple ayant un projet de grossesse ou les personnes susceptibles de rendre visite au domicile du nouveau-né. Votez. Qu'on considère qu'il va y avoir un contact prolongé avec le nouveau-né. Donc, vacciner les adultes ayant un projet parental, vacciner l'entourage d'une femme enceinte, les enfants de la fratrie et le conjoint qui ne sont pas immunisés, les personnes susceptibles d'être en contact étroit et durable avec un futur nourrisson, et la mère, idéalement, avant la sortie de la maternité, même si elle allait, et bien sûr, si elle n'a pas été déjà vaccinée au cours de sa grossesse. Enfin, la vaccination systématique, en dehors de ces situations, nous avons dit que notre dernière vaccination, elle s'arrête, enfin, le rappel est à 18 mois. Et on a vu que la vaccination contre la coqueluche n'immunise pas à vie, c'est entre 6, 7, 8 ans maximum. Donc, nous préconisons un rappel systématique par DTCA polio à l'âge de 6 ans. On sait qu'on est en train de vacciner par la polio actuellement et l'hépatite à l'âge de 1 an, par DT à l'âge de 7 ans. Eh bien, la recommandation, c'est de vacciner par un vaccin DTCA polio avec l'hépatite A à l'âge de 6 ans. Bien sûr, l'hépatite A va être poursuivie encore pendant quelques années, le temps que la génération des enfants qui ont été vaccinés à l'âge de 1 an arrive à l'âge scolaire. Associé à cette vaccination, bien sûr, il va falloir faire un rappel au moins tous les 10 ans. Le comité technique de vaccination, dans sa réunion du 28 novembre 2019, il a été déjà saisi avant cette réunion par Gavi. C'est une association qui permet d'aider effectivement les pays à revenus moyens ou faibles, comme c'est le nôtre actuellement. Et elle nous a demandé de préciser nos priorités de son intervention. Nous avons donc proposé que notre première priorité sera la vaccination par la coqueluche cellulaire à l'âge de 6 ans et de la femme enceinte ou à la sortie de la maternité. Voilà ce qui a été envoyé, effectivement. Entre-temps, bien sûr, nous avons vécu cette situation avec la Covid, et donc nous n'avons pas encore de nouvelles concernant effectivement ce que peut nous aider Gavi pour la vaccination contre la coqueluche. Dans l'attente, nous pouvons proposer, comme on l'a fait pour le pneumocoque avant effectivement son introduction dans le calendrier vaccinal, de faire un rappel à l'âge de 6 ans par le tétraxine, qui est une vaccination. C'est vrai que les pédiatres, du moins en libre pratique, s'arrêtent au niveau de la vaccination à l'âge de 18 mois ou 2 ans, c'est-à-dire un arrêt de la vaccination effectivement chez le nourrisson, et considèrent qu'à partir de la scolarité, ça va être l'affaire de la médecine scolaire. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent nous permettre d'aller plus loin, et en particulier à l'âge scolaire,
nous parlons ici de la vaccination contre la coqueluche et le tétraxime a effectivement la même à partir de l'âge de 6 ans. On peut aussi même vacciner les enfants 11 à 13 ans qui n'ont pas été vaccinés à l'âge de 6 ans par le vaccin contre la coqueluche, ce qui va permettre effectivement, associé à la vaccination de la maman et de l'entourage, d'éviter un point, déjà d'immuniser ces enfants qui sont dans l'entourage d'emblée et bien sûr associés à la vaccination du père et de la maman. Mais en ce qui nous concerne, les pédiatres, c'est surtout l'enfant âgé de 6 ans et si cela n'a pas été fait, entre 11 et 13 ans. C'est une proposition que je fais et qui va plus loin que la vaccination contre la coqueluche puisque nos amis gynécologues nous demandent d'aller aussi au niveau de la vaccination contre le papillomavirus. Cela aussi peut être discuté à une autre occasion. Je termine par un cas clinique où il n'y aura pas de questions, mais c'est pour vous dire où peut aller la coqueluche et c'est une des raisons qui nous amène à effectivement insister sur l'urgence de la vaccination. Oui. Vous nous écoutez ou pas? Oui. Parce que là, on a dépassé de plus de 10 minutes. Ça y est, c'est 2 minutes. Donc, c'est 2 minutes. Voilà. 2 minutes. Ça va pas être un cas clinique très long. C'est dans 2 plaques, c'est tout. Jeune fille de 14 ans qui présente des douleurs abdominales diffuses depuis quelques heures, des douleurs prédominantes à droite avec une défense dans l'hypocondre droit et la fosse iliaque droite. En général, elle a un état général qui est conservé. On évoque en premier lieu cet enfant une appendicite. Mais tout en sachant qu'il y a 1 mois, elle a toussé, une toux persistante pour laquelle elle avait reçu un traitement par l'amoxicilline acide clavulanique pendant 10 jours. Voici sa numération, l'abdomen sans préparation qui ne montre rien du tout, et l'écho abdominal qui a infirmé la suspicion d'appendicite, mais qui a montré plusieurs fractures de côte. Et la patiente réinterrogée a confirmé que sa toux était en quinte et que ces épisodes étaient parfois douloureux au niveau thoracique. La PCR a permis de confirmer le diagnostic de coqueluche a posteriori et c'était une fille qui a eu des fractures de côte secondaires à la toux. C'est un cas que j'ai trouvé réel, mais que je n'ai pas vu mais que j'ai trouvé publié. D'ailleurs, j'ai mis sa source ici. Mais c'est pour vous dire que je ne sais pas si cette fille avait une ostéogenèse imparfaite, mais ça n'a pas été mentionné, mais ça peut aller jusqu'aux fractures de côte. Pour conclure, pour l'OMS, tout paroxystique avec quinte de toux durant plus que 21 jours, ces jeunes sujets non vaccinés doivent être considérés comme coqueluche jusqu'à preuve du contraire. D'ailleurs, il y a eu des travaux qui ont montré quelle est la fréquence de la coqueluche selon la durée de cette toux. Plus ça dure, plus il y a de fortes chances qu'il s'agit d'une coqueluche. La coqueluche n'est pas immunisante à vie, le vaccin bien sûr non plus. La coqueluche est le plus souvent sévère, voire meurtrière chez le petit nourrisson. Il est donc urgent d'entamer une stratégie vaccinale adaptée à l'épidémiologie de cette maladie dans notre pays. Je vous remercie.